Henri Bartholomew-Hussen est le nouveau président du CAL, le Centre d'action laïque. Il est avocat au barreau de Bruxelles. Il est également l'ancien grand maître du Grand Orient de Belgique. Bonjour Henri Bartholomew-Hussen. Alors, Bonjour. Bonjour, vous avez été fraîchement nommé à la tête du CAL où vous remplacez Pierre Galland. Dans quel état d'esprit est-ce que vous abordez cette nouvelle fonction? Est-ce que plutôt dans un état d'esprit de changement ou de continuité? Dans un état d'esprit d'enthousiasme. Vous ne répondez pas à ma question. C'est à la fois D'un enthousiasme plutôt en un- faveur du changement ou de la continuité? ce sera forcément de la continuité, mais il faut dire que chaque personnalité, chaque moment connaît ses singularités, doit répondre à des besoins spécifiques. Et disons qu'effectivement, mon travail commence là où celui d'un autre s'achève. Il y aura donc forcément des divergences, des différences en tout cas, sinon sur les valeurs fondamentales, au moins sur la manière dont on va tenter de progresser. Et à quel niveau, à votre avis, vont se marquer ces différences? Il y a un premier point qui me paraît essentiel, c'est de tenter, autant que faire se peut, de clarifier l'idée même de la laïcité, tant auprès de l'opinion publique, et quand je pense à l'opinion publique, je pense également aux communautés confessionnelles, auprès des communautés non confessionnelles, auprès des pouvoirs publics. Vous pensez que ce n'est pas clair? Il y a un malentendu autour de la laïcité? Oui, il peut y avoir des malentendus car on a affecté ce concept de tellement d'adjectifs qu'à un moment donné, en fait, il a une signification chaque fois différente selon l'interlocuteur, selon les protagonistes. Et donc il faut commencer par tenter de répondre à l'ensemble, je dirais, des citoyens, quel que soit leur âge, leur classe sociale, leurs origines, que la laïcité, au fond, c'est d'abord sur le plan pratique une volonté, c'est ce que certains appellent la laïcité politique, la volonté d'une séparation très claire entre l'Église, les Églises et l'État. Pas pour le plaisir de séparer, parce que cela a du sens, parce que cela débouche sur ce que nous appelons, nous, en Belgique, une conception plus philosophique de la laïcité, qui n'est pas la défense à tout craint d'une communauté confessionnelle, ça ce n'est qu'une mission, une de ces nombreuses missions, c'est surtout le souci de permettre aux citoyens de pouvoir se créer, s'inventer, se découvrir une autonomie qui soit, je dirais, dégagée de toute contrainte sur le plan politique, sur le plan du pouvoir. Donc c'est d'abord un rapport au pouvoir. Donc que l'État assurait l'impartialité de l'État. Et parmi les conséquences, évidemment, et parmi les objectifs, c'est de s'assurer effectivement d'une parfaite impartialité de l'État, de la puissance publique, des services publics, dans la manière de servir le citoyen. Et c'est ça, au fond, le CAL, parce qu'il y a pas mal de gens aussi qui se demandent qu'est-ce que c'est, tiens, au fond, le CAL, ce centre d'action laïque? À quoi ça sert? Alors, mais on peut dire d'abord, à défendre le principe que je viens d'énoncer. Ça va bien au-delà de ce principe, puisqu'effectivement, ça implique, quand je parle de l'autonomie, de la dignité de l'individu, c'est un humanisme avant tout. C'est un humanisme qui se teint de l'esprit des Lumières. C'est un humanisme qui veut absolument que l'être humain soit autonome et donc soit en mesure de choisir de manière sensée, de manière réfléchie, de manière raisonnée son destin, sans avoir à hériter d'une tradition. Donc l'homme qui choisit son destin, c'est le démocrate, c'est celui qui sait que l'avenir passe par les urnes, par l'expression de la volonté populaire, et non pas par l'héritage, je dirais, des grands ancêtres. Ou sous l'influence d'un dogme. Et donc, effectivement, par voie de conséquence, la méfiance à l'égard des dogmes, mais aussi l'acceptation de ce que les uns et les autres, sur base du même principe de liberté de conscience et de liberté de religion, sont habilités, pourvu que ça passe par une liberté de conscience et par une maturité suffisante, sont habilités à se choisir son destin ou une conviction, qu'elle soit religieuse ou non. Donc, contrairement aux idées reçues, la laïcité n'est pas l'ennemi des religions. La laïcité est surtout l'ennemi des radicalismes, c'est l'ennemi des cléricalismes, c'est l'ennemi des intégrismes. C'est-à-dire toute forme d'autorité morale ou religieuse univoque qui pense détenir la vérité et qui souhaiterait l'imposer, je dirais, sur le plan politique. Alors, pour vous, quels sont les grands chantiers de la laïcité aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, dans le même esprit que celui que je viens d'énoncer, je pense qu'il faut essentiellement s'intéresser aux jeunes. En ce sens que dans nos sociétés vieillissantes, on est riche de principes, on est riche d'une expérience, mais on ne se rend pas toujours compte que la société dans laquelle nous vivons n'est pas celle qui nous a fait naître. Donc cette société actuelle, c'est celle des gens qui y sont nés, qui vivront demain et pour lesquels il s'agira de la construire.
Donc il faut permettre aux jeunes de se réapproprier, si vous voulez, les principes en les actualisant en fonction des besoins et des problèmes d'aujourd'hui. Pourquoi la laïcité a manqué quelque chose là-dessus, par rapport à la jeunesse notamment? J'ai le sentiment que toutes les convictions convictionnelles, enfin, confessionnelles ou non, tous les systèmes de pensée aujourd'hui sont un petit peu en décalage par rapport effectivement à une frange très importante de notre jeunesse, qui, à la différence de celle des générations précédentes, a changé. Elle est multiculturelle, elle est neuve, elle n'a pas hérité des mêmes traditions, elle est aussi imprégnée d'un certain esprit de modernité qu'on a tendance à oublier. Elle est confrontée à un faisceau d'options dont nous ne sommes même plus conscients aujourd'hui. Et dont la laïcité n'a pas bien pris la mesure, en fait? Alors peut-être a-t-elle bien pris enfin, elle est restée ancrée sur ces principes qui sont effectivement, eux, invariants. Mais de fait, je n'ai pas, moi, dans mes relations, l'expérience de la multiculturalité comme peuvent l'avoir des jeunes de 18-20 ans aujourd'hui. Et donc c'est à cela que s'adressent les outils qui sont à notre disposition. Mais est-ce que justement les acteurs de la laïcité organisée, comme on l'appelle, hein, donc au Centre d'Action Laïque notamment, enfin essentiellement, Oui. est-ce que les acteurs de cette laïcité organisée sont eux-mêmes représentatifs en quelque sorte de cette jeunesse? Être représentatif de la jeunesse, c'est bien la question. Ce qu'il faut souhaiter, c'est que la jeunesse elle-même soit représentative de la laïcité. Aujourd'hui, effectivement, je vous l'ai dit, les choix sont multiples, mais ils vont d'une extrême à l'autre. Ils vont des radicalismes les plus carrés, je dirais, à une absence de vacuité philosophique, une absence de vacuité, de disponibilité, je dirais, au discours simpliste. Et c'est précisément ce vide-là que nous aimerions bien pouvoir combler. Songeons à des principes fondamentaux comme l'égalité homme-femme. Et bien évidemment, nous sommes confrontés à des chocs culturels importants qu'il faut savoir respecter, mais où il faut aussi faire œuvre utile, faire œuvre de compréhension, œuvre de clarification. Alors, vous-même, vous m'avez expliqué, vous ne venez pas d'un milieu laïque, en fait, vous venez d'une famille catholique. Comment s'est fait de votre côté, pour vous, ce cheminement vers les valeurs de la laïcité? J'ai le sentiment qu'à l'époque de ma jeunesse, je suis issu d'un milieu finalement assez traditionnel belge où la plupart des familles ont une tradition catholique, sans pour autant être ce qu'on appelle vulgairement des grenouilles de bénifiés. Ce n'étaient pas des pratiquants, mais c'est en fait, on était baptisés, on était soumis à une communion, on se mariait à l'église, on mourait éventuellement à l'église. Et en dehors de cela, ben, effectivement, la modernité pénétrait déjà les consciences. Et donc, je suis issu quand même d'une famille qui était assez libérale sur le plan de la réflexion, sur le plan de la pensée, et où le débat avait cours. C'est-à-dire l'esprit critique se développait assez facilement. Au point d'ailleurs, parfois, d'être même très critique par rapport à ce clergé qui avait une certaine mauvaise presse, quand même, dans une partie substantielle de l'opinion. Donc votre famille elle-même avait déjà un esprit d'ouverture par rapport à ça. Voilà, je pense qu'il y avait déjà les ferments d'une réflexion ouverte au dialogue, à la discussion, au débat, à la contradiction, ce qui me paraît être un moteur essentiel pour le partage des connaissances et surtout pour le respect, je dirais, l'apprentissage au respect des conceptions différentes. Mais néanmoins, vous avez quand même été élevé, vous avez grandi, vous, dans cette tradition, malgré tout, dans cette tradition catholique. Tout à fait, et c'est ce qui me permet quand même de voir à quel point la religion, dans ses aspects les plus néfastes, dans sa partie obscure, peut présenter quand même un certain nombre de dangers. Et de quelle manière ça s'est manifesté pour vous à l'époque? Est-ce que vous avez pris conscience de tout ça? Je pense que de manière intuitive, l'esprit de contradiction présidait et s'est toujours senti un petit peu engoncé dans des vérités qui apparaissaient comme des vérités de tradition, dans des vérités révélées. J'avais quand même le sentiment qu'il manquait quelque chose pour donner tout le volume à l'imaginaire, à la pensée, à ce sentiment de liberté. Et puis il faut savoir aussi que toute religion entraîne derrière elle sa cohorte de règles morales. C'est un peu court que de fixer une conduite uniquement sur une vérité révélée ou sur des dogmes, on les évoquait tout à l'heure. Très, très naturellement, et depuis tout jeune, j'ai eu le souci, me semble-t-il, de vouloir fonder ma morale, ma manière de me conduire sur base d'une philosophie, sur base d'une réflexion, sur base d'une raison, plutôt que sur un donné, un reçu, une vérité révélée. Au fond, on a trois pistes possibles par rapport à la conduite personnelle. C'est ce qu'on pourrait appeler la morale sociale, qui est le simple conformisme en réalité. Le copiage, le copier-coller du voisin. Vous avez la morale religieuse et puis la morale philosophiquement fondée. C'est peut-être ce que postule la laïcité sans en opposer aucune. Et comment vous êtes arrivé, vous,
puisque vous étiez, je me répète un petit peu, mais vous avez grandi dans ce milieu qui n'était pas, alors qui est un milieu ouvert, hein, vous le disiez, mais enfin qui était quand même une éducation basée sur la religion. J'ai quand même eu l'avantage, au-delà de l'aspect familial, qui était, vous l'avez dit, ouvert, d'avoir été placé dans l'enseignement, je dirais, communal, libre, non confessionnel. Ah oui, donc vos parents avaient quand même tenu à vous donner une éducation alors diverse, quoi. En réalité, j'avais le choix d'aller au cours de morale ou de religion, c'était absolument libre, et il m'est arrivé à certaines années d'aller au cours de religion, encore que la plupart du temps, effectivement, je pratiquais davantage le cours de morale. Mais pour la suite, et au niveau des études et des humanités, effectivement, j'ai relevé de l'enseignement officiel, et par la suite l'ULB ont fait que, effectivement, on peut un jour mettre des mots sur des concepts, on peut un jour s'éveiller, je dirais, à la beauté d'un projet humaniste comme la laïcité, mais surtout à une méthode de réflexion et de respect de l'autre que constitue le libre examen. Est-ce que vous avez des souvenirs précis de votre enfance ou de votre jeunesse, d'expériences que vous avez vécues, qui vous ont amené à mettre en question la religion et à avancer vers la laïcité? Tout simplement une réaction qui était quasiment enfantine, mais déjà, me semble-t-il, très déterminée. Je me souviens effectivement, à l'occasion de cours de catéchisme qui m'avaient été fournis par un vicaire, d'avoir été particulièrement choqué du côté, je dirais, presque borné de certaines règles que je pourrais qualifier de moralines, qui semblait être la constante à ne pas remettre en cause, à ne pas discuter, et qui devait s'inscrire au fond dans un clerc, hein, celui qui disait la vérité, celui qui disait la morale. Et je me souviens que tout jeune déjà, cela m'avait un peu choqué. Et c'est ce même vicaire qui, à un moment donné, poursuivant ses réflexions d'une manière un petit peu débridée, m'apprenait que certaines personnes, effectivement, n'étaient pas nécessairement tentées par la religion catholique, qui alors, à mes yeux, était un petit peu le synonyme de la morale. Et je me souviens d'avoir eu cet éclair presque jouissif, lorsque j'ai compris qu'effectivement il y avait des chemins alternatifs, que la morale, le bien, le bon, le juste ne passait pas nécessairement par des formules toutes faites, les formules qu'on tentait de vous imposer. Et donc tout enfant, j'ai perçu ça vers l'âge de 9-10 ans. Et je pense que ça a dû être l'un des actes fondateurs, l'une des réactions qui m'a permis effectivement de faire progresser la pensée. Et par la suite, c'est le débat et la discussion qui ont permis de poursuivre. Alors, vous parliez de l'ULB, vous avez dit aussi, vous avez parlé du flambeau laïque, du flambeau de la morale laïque que vous avez découvert à cette occasion. Quels étaient à l'époque les combats qui étaient, ou les enjeux qui étaient importants sur les questions de la laïcité? Mais je pense qu'à l'époque, il y avait un souffle plus clair, un souffle jeune, un souffle de printemps. On assistait quand même aux arrière-faits d'une vieille société traditionnelle et autoritariste. Pensons à mai 68, pensons à la libération, je dirais, en matière de mœurs et en matière de mœurs sexuelles en particulier. Ce sont tous des débats qui interpellaient sérieusement la jeunesse. Il y avait un souffle de liberté, effectivement, qui était propice, je dirais, à une réflexion sans tabou, à une remise en cause de tout ce qui, au départ, paraissait être relevé de l'ordre établi. Oui. Est-ce que justement les débats aujourd'hui sur les questions liées à la laïcité ne se sont pas complexifiés? Est-ce que ce n'est pas plus compliqué? Le Centre d'action laïque, pour être clair pour les téléspectateurs qui nous écoutent, donc a pris des positions très claires en faveur d'une interdiction du port des signes convictionnels dans les administrations, dans la fonction publique, dans les services publics. Dans les services publics, parce qu'effectivement, à ce moment-là, nous avons affaire à l'État, cet État qui doit être séparé. Ainsi qu'à l'école. Hein. Et alors, oui, c'est un deuxième volet, mais ces deux volets sont d'une nature différente. Au sein de l'État, au sein des administrations, certainement, puisque je l'ai dit, le principe est la séparation des églises et des États, pour permettre cette autonomie et ce choix libre de la part des individus, sans contrainte aucune, lorsqu'ils s'adressent, je dirais, à la communauté, à la société. C'est un choix citoyen, c'est un choix que peu de personnes de bonne foi peuvent remettre en question, en ce compris aujourd'hui les communautés confessionnelles, qui ne sont pas radicalisées. Quant à l'école, la raison est légèrement différente. Si vous voulez qu'un homme, une femme, en toute autonomie, en toute majorité, en toute maturité, puisse opérer des choix et ne s'inscrivent pas nécessairement dans une éducation de tradition, mais qu'elle puisse effectivement se choisir elle-même, faut-il encore que ces choix s'opèrent à un moment où elle en a reçu les moyens, à un moment où le partage des connaissances a pu s'opérer, à un moment où on a pu, je dirais, placer ensemble et de manière égalitaire, dans un même lieu, dans un même espace d'apprentissage, je dirais, aussi bien des personnes issues d'une communauté laïque que d'une communauté laïque, je n'aime pas le mot parce
que c'est un oxymore pour moi, mais en tout cas d'une communauté non confessionnelle, d'une communauté musulmane, d'une communauté juive ou d'une communauté chrétienne. Est-ce que, en insistant beaucoup sur l'interdiction du port des signes convictionnels, notamment dans le domaine de l'emploi, et on parle de l'emploi public, est-ce qu'il n'y a pas un risque justement de contribuer à discriminer et stigmatiser ces populations? Mais c'est là qu'il faut faire œuvre de clarification. Soyons bien clairs, je l'ai dit à l'instant, la laïcité n'est pas un mode de pensée qui condamne les religions. Au contraire, elle postule l'autonomie, la liberté de conscience, la liberté religieuse. Et donc, il n'est pas question, je dirais, dans un programme de laïcité éventuel, de combattre le port du voile. Sauf si le vêtement finit par arriver à un constat qui permettrait de... Mais est-ce que sur le terrain, ce n'est pas ce qui peut se produire? Par exemple, on parle des services publics, ça concerne aussi bien l'agent qui vous délivre un passeport à l'administration communale, par exemple. Est-ce que le fait que cet agent porte un voile, est-ce que ça risque de mettre en question l'impartialité de l'État ou le sentiment d'impartialité de l'État Je vous répondrai d'une manière très simple. Lorsqu'il faut faire un arbitrage, lorsqu'il faut prendre sur soi, eh bien, il faut solliciter soit la partie qui a le plus de pouvoir et l'inviter peut-être à faire preuve de réserve par rapport à la partie la plus faible. Lorsque vous confrontez le citoyen à l'appareil administratif, à l'appareil de l'État, eh bien, il est logique que c'est l'appareil de l'État qui se mette au niveau du citoyen plutôt que l'inverse. Et donc, au-delà de ces apparences, au-delà de ce que l'on peut imaginer, je crois que ce soit qu'il s'agisse de communautés confessionnelles ou non, que ce soit de populations immigrées ou non, en fin de compte, je dirais, les garanties qu'offre un État laïque constituent l'avenir de ces religions, l'avenir de ces choix. Et donc, oui, il faut être clair là-dessus. Alors, bien sûr, parfois, à des fins politiques, on tente de brouiller le message. Pas forcément à des fins politiques. C'est vrai qu'au sein même de la laïcité, il y a un débat sur ces questions. Et au sein même, d'ailleurs, de la laïcité organisée, puisque le Bruxelles laïque, par exemple, qui est la régionale bruxelloise du Centre d'action laïque, a des positions qui ne sont pas tout à fait les mêmes, sur cette question-là en tout cas, que celle du CAL. De nouveau, oui, c'est une confusion. Je crois qu'effectivement, ces positions sont absolument identiques sur le plan, effectivement, du service public. Bruxelles laïque, en tout cas, montre et démontre, et je dirais, illustre parfaitement la position du CAL lorsqu'il s'agit effectivement de l'espace public, qui est différent à ne pas confondre avec je dirais, les services publics. Dans l'espace public, les gens doivent pouvoir s'exprimer librement. Et cela n'a rien à voir avec l'opposition qu'on fait entre la sphère privée et la sphère publique. Il va de soi que si quelqu'un ne peut pas librement exprimer ses opinions, fût-ce à travers le vêtement dans l'espace public, eh bien, il n'y a pas d'autonomie, il n'y a pas de liberté. Donc, encore une fois, il faut corriger le tir. Il ne faut pas confondre une chose et l'autre. Ce sont vraiment des domaines différents. En dehors de l'école et, je dirais, du service public, il n'y a pas de raison d'empêcher qui que ce soit à assumer, à vivre pleinement sa religion, sa conviction. Et il le fera d'autant mieux qu'effectivement, il ne sentira pas la pression de quelque ordre qu'elle soit à travers d'un rapport d'autorité. Dans le domaine du travail, donc votre position concerne les services publics, néanmoins, il apparaît que les interdictions dans le domaine des interdictions du port de signes convictionnels se multiplient également dans les entreprises privées. Est-ce que là, pour vous, il y a un sujet d'inquiétude, un sujet de réflexion à mener sur cette question? Il se fait que le problème, en fait, est beaucoup moins prégnant qu'il n'apparaît sur le plan du principe. L'expérience montre, et je l'évoquais récemment, en France, il y a une très belle expérience qui a été menée au niveau des entreprises, où tout simplement certains capitaines d'industrie, des chefs d'entreprise, ont eu l'audace d'interroger leur personnel. Et dans des structures où il y avait une multiculturalité de nombreuses confessions différentes, et il s'est avéré que, indépendamment de l'attachement des uns et des autres à telle ou telle religion, il y a eu très rapidement une sorte de consensus pour dire effectivement, ici nous devons être solidaires, nous devons effectivement respecter les uns et les autres, mais également la clientèle et également l'entreprise. Et très rapidement, on arrive à des consensus qui permettent le vivre ensemble et qui font qu'on met un peu d'eau dans son vin et aussi on l'a... Mais vous n'avez pas tout à fait répondu à ma question, parce que pour vous, c'est un sujet d'inquiétude, le fait que ces interdictions se multiplient, le fait qu'elles se multiplient, notamment à Bruxelles. Le fait qu'elles se multiplient,
C'est une affaire de consensus. Je ne peux pas se prononcer de manière aussi abstraite que cela. C'est une affaire de circonstances. Est-ce qu'on peut comparer une petite entreprise en contact avec le public, avec une grande multinationale? Est-ce qu'il n'y a pas place là pour le compte? Il pourrait y avoir des accommodements raisonnables. Parce qu'on n'est pas dans un rapport de contrainte absolue. C'est un règlement du travail, mais ça se négocie. Donc accommodement raisonnable, sujet qui a fait l'objet d'une polémique effectivement importante. Je ne suis pas favorable à l'accommodement raisonnable lorsqu'il s'agit effectivement des droits fondamentaux de l'individu. Lorsqu'il s'agit d'un rapport à l'autorité, par contre, j'y suis extrêmement favorable lorsqu'il s'agit d'une relation de personne à personne. Juste pour terminer sur ce sujet-là, puisque vous avez parlé tout à l'heure de cette jeunesse multiculturelle avec laquelle vous avez parfois l'impression d'être en décalage, est-ce que justement ce décalage ne risque pas d'être renforcé par ce type de position sur ces questions liées à la pratique sur le terrain et au port de signes convictionnels? Je ne pense pas. Vous savez, il est assez compréhensible pour tout un chacun de voir que quand la laïcité postule une certaine forme d'universalisme, lorsque la laïcité postule qu'en premier lieu, ce que l'on reconnaît chez un autre être humain, c'est sa qualité d'être humain, lorsqu'elle postule la reconnaissance de sa dignité et son libre choix de conviction, on a compris que n'importe quel individu qui se trouve, lui, encadré par une communauté, peut y voir une perspective d'avenir. C'est pas un peu théorique, ça? Plutôt qu'une perspective d'enfermement. Je crois que c'est de moins en moins théorique. C'est en tout cas le combat auquel on va se livrer et auquel je me propose en tout cas de m'attaquer très fermement. C'est une question de communication et d'explication. Mais tout passe par la raison, tout passe par l'explication. Vous avez le choix. Ou bien nous partageons les connaissances, ou bien nous vivons les antagonismes. Alors évidemment, le partage des connaissances est plus complexe que les discours simplificateurs qui débouchent sur des luttes, sur des antagonismes et sur des guerres. Mais c'est le choix de l'intellectuel. Alors, on l'a dit, vous êtes l'ancien grand maître du Grand Orient de Belgique. Le fait que vous passiez donc de la franc-maçonnerie au CAL, donc vous êtes bien sûr l'ancien grand maître, vous ne l'êtes plus, hein, vous êtes devenu président du CAL. Est-ce qu'il n'y a pas là un risque de brouiller le message sur certains qui peuvent assimiler justement la maçonnerie et la laïcité organisée? Pour être très clair et rapide, il ne faut pas être maçon pour être laïque, il ne faut pas être laïque pour être maçon. Est-ce qu'il y a une coïncidence en termes de valeurs? Je présume quand même que la main gauche n'ignore pas ce que fait la main droite. Hein. On a quand même tous une cohérence intrinsèque. Mais les projets ne sont pas les mêmes, même si les valeurs peuvent se rencontrer à de nombreux égards. Je pense que la démarche maçonnique est une démarche d'abord existentielle, individuelle, presque, je dirais, de nature socratique. C'est d'abord le souci de contribuer au développement de l'humanité par une connaissance de soi, par un perfectionnement de soi. C'est une démarche qu'on va qualifier d'ésotérique, alors que la laïcité, c'est prendre le problème dans l'autre sens, c'est tenter d'accéder à plus de sagesse, mais au sein même de la cité. Est-ce que là aussi, il y a du travail à faire pour, je dirais, être en phase avec la société actuelle? Il est un fait que tout système, tout mode de pensée, toute perspective peut toujours aller vers le perfectionnement. Si je devais être critique par rapport à la maçonnerie elle-même, et il faut toujours veiller à l'être, sinon on s'enracine dans des certitudes, je crois que là aussi, comme en laïcité, comme dans la société d'une manière générale, il faut être attentif à la place des jeunes, il faut être attentif à ce qu'il n'y ait pas de solution de continuité dans la manière dont le patrimoine intellectuel et culturel... C'est un domaine qui vieillit, ou bien il n'y a pas assez, c'est un milieu qui vieillit, il n'y a pas assez de jeunes selon vous? Il devrait y en avoir plus, très certainement, oui. En tout cas, je ne pense pas que si on devait prendre le spectre de la population belge, eh bien, on verrait qu'il y a sans doute plus de gens plus âgés que de gens plus jeunes. Hein. Donc, il y a certainement place à améliorer les choses, certainement. Alors, toute dernière chose, et alors pour revenir à la laïcité, puisqu'après tout, c'est ça qui vous occupe aujourd'hui, vous avez parlé de la jeunesse, vous avez parlé de l'importance du message de la laïcité, mais concrètement aujourd'hui, quels sont les gros chantiers dans la laïcité? Citez-moi peut-être deux questions importantes, essentielles, qui vont faire partie des sujets que vous allez véritablement porter et sur lesquels vous voulez influer. Eh bien, le premier de ces sujets, c'est certainement l'école. Vous me direz que c'est très proche de la préoccupation qui touche à la jeunesse. Pourquoi l'école? Parce que c'est le lieu où l'on peut décider effectivement d'instruire un jeune pour qu'il se choisisse son avenir, pour qu'il choisisse son destin en parfaite connaissance de cause et en parfaite maîtrise, à la différence de certains systèmes scolaires aussi, où on va recourir à la tradition et on va effectivement s'éduquer à une tradition préconçue. Vous vouliez m'interrompre? Je voulais vous demander quel était votre deuxième. Eh bien, le deuxième, c'est peut-être effectivement, comme vous l'avez vu, la laïcité, c'est un projet de société. Il n'y a pas de projet de société sans citoyenneté.
Et aujourd'hui, nous vivons dans un monde en pleine modification, en pleine progression. Le rapport à la nation, le rapport à l'état de droit est un rapport qui se complique. Là aussi, il faut veiller à ce que, par exemple, les propositions de démocratie qu'on nous offre de manière supranationale puissent être investies par la citoyenneté. Il faut permettre aux citoyens de comprendre le système dans lequel il évolue et de rester vigilants par rapport à tout ça. C'est une condition, une fois de plus, de la dignité humaine. Donc l'Europe sera certainement le deuxième grand chantier que nous envisageons. Très bien, merci Henri Bartholomew Hussen. C'est moi qui vous remercie.